Bienvenue à la Maison de l'intelligence artificielle. Qui connaît la Maison de l'intelligence artificielle? Si vous ne connaissez pas, ce n'est pas grave du tout. Très bien. Écoutez, merci d'être ici et heureuse du coup de vous faire découvrir, pour celles et ceux qui ne connaissaient pas encore cet endroit. Donc, je m'appelle Florence Tressol. Je suis docteure de l'Université de Côte d'Azur et j'ai le bonheur de travailler dans ce service public-là, qui est la Maison de l'intelligence artificielle, depuis le mois de janvier 2021, depuis cette année. Cette maison a été ouverte il y a un peu plus d'un an, le 10 mars 2020, fermée comme tout le monde le 16 mars avec le confinement. Et depuis, depuis qu'on peut en effet re-accueillir le public, on fait tout ce que l'on peut pour justement honorer notre mission. Alors, notre mission, c'est quoi? C'est précisément, comme c'est écrit au-dessus de vos têtes là, de découvrir, comprendre et expérimenter les intelligences artificielles. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis particulièrement heureuse de faire l'introduction de ces masterclass qui, comme son nom l'indique, en effet, on est en mode classe. D'ailleurs, vous voyez, vous êtes assis avec des tables, etc. Et avec des hommes et des femmes qui au quotidien, manipulent des intelligences artificielles et vont pouvoir vous transmettre leurs connaissances. En toute bienveillance, en toute humilité aussi, parce que aujourd'hui, on en parle beaucoup, mais une fois qu'on a dit ça, comment on s'y prend? C'est quoi les choses frappent? Où sont les données? Comment on fait la transformation des équipes? C'est autant de sujets qu'on va aborder aujourd'hui. La maison de l'intelligence artificielle, c'est vraiment un lieu pour sensibiliser aux intelligences artificielles. Un des gros projets que j'ai le bonheur de diriger, c'est le projet Arc-en-Ciel, qui vise à sensibiliser 75% des collégiens et des collégiennes des Alpes-Maritimes à l'horizon 2024 aux intelligences artificielles. Il y a du boulot, parce qu'ils sont à peu près 40 000 du coup, et 75%. Et c'est pour ça qu'on s'aide au quotidien avec ces ateliers que vous voyez autour de vous, qui représentent aussi l'écosystème. Des startups du territoire, comme ici LCSI, Evidetix, qui veut incuber à l'incubateur 5AS, mais aussi derrière vous, l'Université Côte d'Azur, qui est donc en effet membre fondateur aussi de la Maison de l'intelligence artificielle. Des grands groupes tels que IBM, Thales, Aliena Space, qui planchera cet après-midi, Orange, qui est représenté ici, et bien sûr Accenture, Amadeus, Air France-KLM, etc., qui font aussi partie de cet écosystème et qui sont représentés ici. Et puis, bien sûr, les territoires. Et on va du coup commencer aujourd'hui avec le département des Alpes-Maritimes, avec Rémi Poisson qui nous a fait le bonheur d'accepter de se prêter à ce jeu-là. Donc, on le disait, c'est une initiative territoriale innovante. Elle est unique. La Maison de l'intelligence artificielle est unique en France et en Europe. Il n'y en a pas d'autres. On est très fiers de ça. Et merci à vous, du coup, d'être ici. On est vraiment heureux de pouvoir vous accueillir à nouveau. Et on le dit, donc les membres fondateurs, c'est donc la communauté d'agglo de Sophie Antipolis et la Chambre de commerce et d'industrie, ainsi bien sûr l'Université Côte d'Azur et surtout le département des Alpes-Maritimes, parce que c'est une volonté du département, dans le cadre de sa politique du Smart Ville, éminemment représenté ici par Romain. Et Romain, du coup, qui nous fait la belle surprise de venir aussi avec justement une jeune entreprise innovante et vous allez nous raconter tout ça. Donc voilà, on est entre nous, sentez-vous libre à chaque instant de poser des questions, de faire part de vos doutes, de votre enthousiasme. Ce sont des masterclass, c'est quelque chose qui est pratico-pratique. Et encore une fois, merci à vous et merci au département représenté ici par Rémi et donc par l'équipe que tu vas représenter aussi ici. Et bien voilà, les masterclass sont lancés. Merci beaucoup. Oui, j'ai oublié quand même de dire parce que Sandra, ces masterclass ne pourraient pas avoir lieu sans Télécom Vallée, on le dit, on le répète, Télécom Vallée, association numérique azurienne depuis 30 ans, on a fêté 30 ans en début de saison, là. Ça fait 30 ans que Télécom Vallée existe, les masterclass, ça fait 4 ans. C'est vraiment le côté pratique de la Sophia et Alwi. Et Sandra, permanente de l'association brillante, qui, grâce à qui tout ça est possible, parce que le reste, ce sont des bénévoles. Mais grand merci, Sandra, de pouvoir organiser ça. C'est plus de 120 personnes qui aujourd'hui vont être concernées. Et donc, merci Télécom Vallée, merci Sandra de ta générosité et ton professionnalisme. Bonjour à toutes et à tous. Donc enchanté, oui, je suis Romain Poisson, directeur de la transformation numérique et
la relation à l'usager au Conseil départemental des Alpes-Maritimes, présenter la démarche qu'a le Conseil départemental autour de l'utilisation de la donnée et autour donc, du coup, de l'intelligence artificielle derrière. Et puis surtout, au-delà de ce contexte un petit peu général qu'on veut vous présenter, vous montrer un cas d'usage, un exemple de ce qu'on a pu faire avec la société Nunki ici présente sur la gestion des risques naturels. Donc, on aura une présentation plus technique sur ces aspects-là et j'espère qu'il va pouvoir combler vos attentes et aiguiser votre curiosité sur ce sujet. La donnée au conseil départemental, c'est à la fois, pour redonner du contexte, des obligations réglementaires, mais aussi surtout des opportunités. Les obligations réglementaires, on les connaît autour de tous les enjeux de publication de données en open data, les enjeux de protection des données personnelles. On est très attentif à ça parce qu'on traite beaucoup de données personnelles. Donc, on a tout ça, mais on a aussi, et surtout, et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, c'est aussi des opportunités d'innovation pour voir comment on peut réussir à apporter de la valeur à nos données et comment on peut répondre de façon différente à nos enjeux de politique publique. Et ça a un impact très fort, technique et organisationnel au sein du conseil départemental. J'y reviendrai ensuite. Ce contexte, c'est à la fois donc, ces opportunités, ces enjeux, ils sont aussi portés par une volonté politique forte, et ça, c'est une chance du département. On a un président, Charles Angénési, qui est très attentif à ces enjeux de données, très volontariste sur ces sujets-là, et il a une vraie vision pour le territoire sur la manière dont demain, les Alpes-Maritimes, comme le disait tout à l'heure Florence, doivent et peuvent devenir une terre d'IA. On a à la fois cette volonté politique, on a un écosystème qui est riche sur le territoire, et donc il porte cette volonté de pouvoir encourager, accompagner le territoire vers cet enjeu de l'intelligence artificielle. Et ça, c'est porté par une stratégie stratégie politique qui est le Smart Deal. Donc, le président a deux piliers dans sa politique, le Smart Deal et le Green Deal. Donc, Smart Deal pour la transformation du territoire en un territoire intelligent et le Green Deal qui porte sa volonté aussi de transformer le territoire en un territoire durable. Donc, c'est vraiment ces deux piliers-là. Au sein du Smart Deal, l'enjeu de la donnée est un enjeu majeur. On doit faire en sorte, au-delà de la transformation du territoire et du conseil départemental en son sein, enfin de l'administration, on doit faire en sorte de pouvoir utiliser le mieux possible les données. Ça veut dire qu'on a mis en place, donc je vous donne quelques éléments comme ça d'organisation, parce que je trouve que c'est intéressant aussi de voir comment une collectivité comme la nôtre se saisit de cet enjeu de données et comment on essaye de s'organiser pour se transformer. Donc, on a mis en place une feuille de route de la gouvernance de la donnée avec l'enjeu de pouvoir partager avec l'ensemble des acteurs internes et externes les enjeux et les opportunités liées aux données pour pouvoir maîtriser les données en interne, la quantité de données qu'on peut avoir au sein du conseil départemental, et puis de valoriser ces données, donc avec soit des logiques, comme je disais tout à l'heure, d'open data ou des logiques d'open innovation aussi. Ça veut dire qu'on doit travailler, comme j'évoquais aussi, tant sur les enjeux d'organisation, donc comment on casse les silos, c'est des choses qu'on entend régulièrement quand on parle de données. On veut casser les silos, faire en sorte de partager les données. Et quand on a des organisations qui peuvent être un peu figées, c'est une gageure de pouvoir réussir à faire évoluer l'organisation à partir de ces enjeux de données pour créer de la transversalité entre les services. Et puis des enjeux techniques, parce que maîtriser ces données, ça nécessite de pouvoir avoir les briques techniques nécessaires à la connaissance de ces données et à la maîtrise des cycles de vie de données. Et donc, pour faire ça aussi, on réfléchit, on fait évoluer notre système d'information. Je dirais d'une certaine manière, on l'encapacite, notre système d'information.
on en capacite la collectivité à pouvoir faire en sorte de mettre la donnée au cœur de notre action et de l'organisation. Ce qui veut dire que dans notre organisation, on a nommé un responsable de la gouvernance de la donnée. C'est un élément important puisque ça permet d'ancrer dans l'organisation cet enjeu data et l'enjeu stratégique que ça représente. On a créé aussi un réseau de référents data au sein des métiers de la collectivité, puisque pour rappeler, c'est 4000 agents à peu près le conseil départemental, donc ça commence à être une belle organisation qui nécessite… Oui, c'est pas ça là. D'accord, bah c'est bon maintenant. Ça va. Du coup, j'ai tout cassé, je pense. Il y a une diffusion en direct sur YouTube aussi. Et la diapo qu'on voyait, ce n'était pas celle-ci, mais voilà, dans l'intermédiaire. C'est toujours bon? Il y a la régie là-bas. Excusez-nous, c'est les joies du… C'est parfait. Ok. Donc, je disais, oui, le conseil départemental, c'est 4000 agents. Et donc, le fait de pouvoir acculturer l'ensemble de la collectivité à ces enjeux data, ça nécessite aussi de passer par des relais. Donc, on structure l'organisation avec des référents data au sein des différentes directions pour que tout le monde puisse comprendre les enjeux de données. Et puis, on fait appel aussi à toute une série d'experts en interne et en externe pour utiliser au mieux ces données. Donc ça, voilà, c'est les éléments de contexte général. On est en train de finaliser derrière, techniquement parlant, la mise en place d'une plateforme de données transverse qui va nous permettre de maîtriser et de partager toutes les données. On a mis en place une cellule aussi d'ingénieurs et d'analystes data qui nous permet de valoriser aussi ces données en interne. Et puis, on développe de plus en plus les cas d'usage autour de nos données pour alimenter la stratégie et la maîtrise de nos politiques publiques. On travaille autour d'enjeux, par exemple, de chatbot, où on a un chatbot qui est déjà en ligne, qu'on veut faire évoluer dans une logique d'améliorer notre stratégie de relation à l'usager. On travaille sur l'automatisation aussi avec des démarches autour de techniques de RPA pour faciliter le traitement en interne de notre système d'information. Et puis, on a aussi des cas d'usage qui sont plus innovants, enfin, qu'on veut pousser de choses plus innovantes, et c'est justement ce qui va être présenté ici, sur comment est-ce que l'intelligence artificielle et les données dont on dispose sur le territoire peuvent permettre de répondre à des enjeux politiques majeurs, des enjeux publics majeurs. Et là, le cas qu'on va vous présenter résonne particulièrement dans les Alpes-Maritimes, puisque c'est l'enjeu de gestion des risques naturels. Malheureusement, on sait tous que le département est un territoire avec de forts risques naturels. La tempête Alex nous l'a malheureusement rappelé l'année dernière. Et donc on avait répondu conjointement avec la société Nuki à un appel à projet de la banque de la BPI sur un challenge IA pour encourager le développement de solutions d'intelligence artificielle, et c'est ce qu'on va donc vous présenter autour de la maîtrise des risques naturels. Merci beaucoup, Romain. Donc, on va vous présenter notre projet de plateforme d'information sur les risques naturels, qui est un projet donc, en collaboration étroite avec le département des Alpes-Maritimes et Nuki, la société que Cédric et moi représentons aujourd'hui. Donc, Nuki, c'est une société qui a été fondée en 2014 et on est spécialisé dans l'intelligence artificielle
et dans le développement de logiciels à destination des professionnels de la gestion de crise et de la gestion des risques. Donc aujourd'hui, c'est Cédric Milinaire et moi qui vous... donc moi, je suis Kélia Cholon, je m'occupe de la partie plus opérationnelle et source ouverte, puisque c'est un grand volet de notre produit. Et Cédric est en charge de la partie technique. Donc notre mission, c'est de mettre en lumière les risques et les menaces auxquelles les gestionnaires des risques font face. Pour cela, on a une équipe qui est principalement composée aujourd'hui de data ingénieurs et de développeurs web. Et on est on est incubé dans 2 incubateurs. Le premier, c'est Station F à Paris et le deuxième, c'est l'incubateur The Box à Marseille. Donc sur ce projet, comme je vous le disais, qui est en étroite collaboration avec le département, on a été principalement piloté pour répondre aux besoins du département par la direction de la transformation numérique et de la relation des usagers que représente Romain aujourd'hui. Et on a aussi eu l'occasion, et c'est ce qui a donné vraiment le sens à ce projet, d'échanger avec différents acteurs de la gestion de risque du département. Par exemple, on a beaucoup travaillé avec la direction de l'environnement et de la gestion des risques, la DEGR au département, et en son sein Force 06 qui est en charge de la gestion des feux de forêt pour le département, avec la DRIT, avec le SMIAG, le syndicat qui gère les eaux, les inondations, avec l'IMRED. Et on a aussi l'occasion de collaborer. Donc on avait répondu conjointement avec cet institut à l'appel à projet, avec le BRGM, qui est le Bureau de recherche géologique et minière au niveau national, qui, eux, nous ont beaucoup aidés sur la partie sismologique. Et enfin, on a travaillé aussi avec Atraxis, qui est une association loi de 1901, qui vise à introduire plus de numérique dans les processus de travaux et de réponse aux risques des pompiers. Donc, comme vous voyez, on a eu un panel qui couvrait à peu près l'ensemble des risques et ça nous a permis de vraiment mixer l'ensemble des besoins sur cette plateforme. Et pendant tout le long du projet, on a soumis les différentes évolutions et les développements potentiels à des comités de pilotage au département. On en a fait 3 à ce stade pour évoluer vraiment dans un sens conjoint. Afin de mieux vous expliquer le but de cette plateforme et comment elle fonctionne, je vais vous redonner un petit peu de contexte historique de l'évolution du projet. Et ensuite, Cédric vous présentera les briques technologiques et ça nous permettra de vous montrer le prototype actuel auquel on est arrivé sur cette plateforme. Et on rentrera ensuite un peu plus dans les détails de l'intelligence artificielle et on vous expliquera un peu plus ses composantes sur ce projet. Et ensuite, on vous présentera les suites qui sont envisagées aujourd'hui pour ce projet et les autres applications que nous, on fait de cette intelligence artificielle. Donc, pour vous donner un petit peu de contexte, l'appel à projet dont parlait Romain un peu plus tôt a été lancé fin 2019 et on y a répondu et on a été sélectionné en décembre 2019. Début 2020, il y a eu toute une phase de mise en place et de cadrage juridique du projet. Ensuite, mars 2020, on avait tous été un petit peu bousculés. Donc, on a lancé une première grande phase de compréhension des besoins et de l'existant. Donc, c'est là où on a eu la première phase d'échange avec les acteurs, donc notamment les acteurs de la gestion de risque au sein du département, où, par exemple, le SMIAG a déjà un produit d'information, un hyperviseur, qui est très performant. Donc, ils nous ont montré comment ils fonctionnaient, ils nous ont expliqué leurs applications. Et on a aussi eu l'occasion dans cette phase d'échanger avec les communes du département, puisque j'ai totalement oublié de le mentionner, mais c'était le point central de l'appel à projet, c'était de créer une plateforme à destination des communes du département pour les aider à avoir plus d'informations et à centraliser l'information sur la gestion de risque. L'idée étant de fournir à l'ensemble des communes du territoire, peu importe leur budget, la topologie du terrain, leur population,
un même outil et une même base dans la gestion de crise. Donc, lors de cette phase de compréhension des besoins, on a surtout beaucoup échangé avec les communes. On a fait un questionnaire avec un panel qui avait été sélectionné par le département de communes avec différentes typologies de communes pour comprendre quels outils elles utilisent déjà, quels étaient leurs besoins, quels étaient les risques auxquels elles étaient exposées. Et suite à ce questionnaire, ça nous a permis déjà d'aiguiller le projet. Voilà, on a décidé par exemple de ne pas couvrir le risque tornade, puisque ce n'est pas du tout le risque qui inquiète le plus les communes du département, contrairement au risque feu de forêt, au risque inondation ou au risque sismique, qui sont beaucoup plus présents sur ce territoire. Donc ensuite, on a, comme je vous le disais, rencontré les acteurs de la gestion de crise du département, donc plutôt côté technique, pour voir au niveau des données quelles étaient les données qui étaient disponibles, quelles étaient les données qu'on pouvait créer, qu'on pouvait aller chercher au sein des différentes organisations. Et ensuite, la phase la plus longue qui nous a occupé pendant ces longs derniers mois était la phase de développement et d'approbation des fonctionnalités de la plateforme avec les communes qui avaient été sélectionnées comme étant des communes pilotes. Donc, c'est 3 communes qui nous ont aidés pendant tout le long du projet, qui sont les communes de Cannes, de Mandelieu-la-Napoule et de Trouat-le-Vins, donc qui sont des communes à taille, à budget et à échelle assez différentes. Et ensuite, on a donc développé cette plateforme, fait des tests avec les utilisateurs sur une première version. Et là, ils ont pu nous dire ce qui leur convenait, ce qui ne leur convenait pas, les nouvelles fonctionnalités qu'ils voyaient être développées dans un très court terme. Par exemple, on ne pourrait pas utiliser cette fonctionnalité-là sans cette fonctionnalité-ci. Du coup, on a vraiment fait des phases d'aller-retour avec les utilisateurs pour être sûr que ce ne soit pas un produit purement politique, mais qu'on crée un produit qui a une vraie valeur pour les usagers et qui soit vraiment utile dans leur quotidien. Nos contacts au sein des communes, c'était vraiment les responsables de la gestion de crise dans les communes. Certains étaient, c'était leur emploi à part entière et destiné à ça, et d'autres, pour les plus petites communes, avaient une fonction un peu transverse et du coup étaient moins spécialisés. Donc l'enjeu de cet outil, c'était aussi de créer un outil qui était accessible et pour les professionnels de la gestion de risque, entre guillemets, et ceux qui l'étaient un petit peu moins. Et du coup, ça nous a permis de développer des nouvelles fonctionnalités dont on était sûr de l'utilité et de la pertinence. Juste peut-être pour insister sur un point, c'est vrai tout à l'heure j'évoquais, parler du terme d'openisation, et là on était vraiment dans cette logique-là de pouvoir nous appuyer sur l'écosystème entre guillemets technique, donc les experts métiers qui existaient. On parlait du SMIAGE, donc le syndicat qui s'occupe de toute la gestion des risques d'inondation au sein du département, l'IMRE, donc l'Institut méditerranéen, des risques et du développement durable. Merci Florence. Donc de pouvoir vraiment travailler avec cet écosystème-là d'un côté, et puis de l'autre côté, être dans une logique de collaboration avec des utilisateurs, les usagers du service et dans une logique de réseau avec les communes pour co-construire la solution. Et ça a été aussi super intéressant dans la démarche pour nous, je pense pour nos outils, pour les communes, c'est qu'on a tous avancé ensemble, et ça a permis de co-construire une solution qui répond de façon juste aux besoins. Et du coup, je vais rapidement parler des briques technologiques que Nointi a développées au sein de sa structure depuis ces 7 dernières années et qu'on a utilisées et améliorées dans le cadre de ce projet-là. Donc, on a 4 briques technologiques majeures. Donc, 1, la collecte de données à grande échelle. 2, l'intelligence artificielle. 3, la visualisation, donc ça veut dire la création de front-end et de dashboard pour afficher la data. Et 4, la capacité d'intégrer des fonctionnalités et du workflow dans ces dashboards pour, par exemple, permettre aux usagers de communiquer les uns entre les autres. Donc, dans la collecte de données, historiquement, nous sommes vachement basés sur les sources ouvertes. Donc, c'est tout ce qui va être réseaux sociaux, articles de presse en ligne, API ouvertes par rapport aux risques naturels comme Sismo Azure
par exemple. Et donc, ça va nous permettre de récupérer de la data à grande échelle avec plus d'une centaine de messages traités par seconde. On commence aussi à s'intéresser à de la donnée plus propriétaire. Donc, ça veut dire de la donnée de nos clients qui vont être intégrées dans notre pipeline. Donc, typiquement, dans ce projet-là, c'était beaucoup travailler avec de la donnée des différentes villes. Donc, c'est des PDF, c'est des plans de secours, etc. Et regarder comment on peut intégrer ça dans notre solution pour faciliter le travail des gestionnaires de risque des communes. Après, il y a la brique intelligence artificielle. Donc là, historiquement aussi, nous sommes spécialisés sur le traitement du langage naturel, donc le NLP. On a touché à quasiment toutes les possibilités du NLP. Donc, je vais rentrer plus tard en détail sur les différentes composantes de l'intelligence artificielle. Mais pour ce projet-là, on était vachement focus sur le NLP. Et une des possibilités pour le futur, c'est de passer à d'autres types d'intelligence artificielle, comme par exemple la computer vision. Et après, pour la visualisation, il fallait créer un dashboard pour les gestionnaires de risque pour qu'ils aient accès aux informations générées par notre intelligence artificielle. Donc là, on s'est vachement basé sur la cartographie, donc avoir un système qui permet d'afficher les différentes alertes sur une carte, pouvoir, par exemple, avoir accès, ok, ceci ça c'est une école, ça c'est un bâtiment, un jeu, etc., pour bien pouvoir avoir l'information la plus rapide et la plus efficace possible. Et finalement, une brique qu'on est en train de développer, où il y a beaucoup de travail à faire, c'est tout ce qui est partage de l'information. Donc, ça va être partage de l'information au sein d'une commune. Donc, ça, c'est plus simple à faire. On a différents utilisateurs, ils peuvent partager des événements entre eux. Mais après, lorsqu'on va passer à des choses plus complexes, comme la communication entre communes, ou alors carrément la communication entre services, et là, on est un peu en train de réfléchir comment on peut faire pour intégrer ça dans notre plateforme. Donc ça, c'est nos 4 briques technologiques qu'on a, qui nous ont permis de créer un produit que je vais laisser présenter à Clélia. Et après, je vais parler en détail de l'intelligence artificielle et de nos recherches qu'on a fait pour ce projet-là. Donc, comme vient de vous l'expliquer Cédric, la centralité de cette plateforme, c'est vraiment sur une carte pour rendre la plateforme la plus visuelle possible. Donc ici, elle est zoomée sur le départ, sur ici Mandelieu et Lacan. Mais on peut choisir le focus qu'on veut à l'arrivée. Donc ça, c'est vraiment la page d'accueil. Sur la partie gauche, vous voyez un flux d'informations qui est composé des informations détectées par l'intelligence artificielle de Nuki, qui provient, donc, comme le disait Cédric, des sources ouvertes, donc les articles de presse en ligne, les réseaux sociaux, mais aussi les données plus propriétaires. On pourrait penser par exemple à l'intégration des données du SNAGE, ça fait partie des discussions qui sont en cours. Et les premières cartes que vous voyez dans le flux correspondent à des événements qui ont été directement logués et renseignés par l'utilisateur de la plateforme. Par exemple, si je suis gestionnaire de risque et que le directeur de l'école maternelle de ma commune m'appelle pour me dire là, il y a, je sais pas, un arbre qui est tombé à cause du vent, du coup, moi, je peux rentrer l'événement. Là, ce ne sera pas présenté, mais il y a un petit plus ici. On peut créer l'événement, ajouter des médias, des photos, des vidéos pour que ce soit partagé sur la plateforme. Et l'idée, c'est vraiment ici de centraliser l'ensemble des événements sur une seule et même plateforme. Et on peut aussi créer un nouvel onglet. Et grâce à la fonctionnalité des filtres, on peut filtrer le résultat de la recherche. Donc, on peut dire, moi, je veux tous les événements qui correspondent au feu de forêt, par exemple, en période estivale. Et sur un autre onglet, avoir tous les événements qui correspondent à ce quartier. Donc, sur la carte, on peut dessiner une petite zone et dire, voilà, je veux que les événements qui sont sur ce point-là. Et les onglets permettent d'afficher sur différents écrans. Et ça, c'est une demande à laquelle on a répondu puisqu'on n'avait pas du tout pensé à cette fonctionnalité-là à l'initiation du projet. Mais les gestionnaires des risques nous ont dit que pour eux, c'était très important de pouvoir avoir plusieurs recherches en même temps et pouvoir visualiser sur différents écrans.
la plateforme. Et ensuite, de manière très classique, on peut filtrer par recherche de mots-clés, par type d'événement, par nature du risque, par date. Donc voilà. Ensuite, ici, on vous présente le détail d'un événement. Donc, quand on clique sur la carte d'un événement, on voit s'afficher le titre de l'événement, le risque auquel il couvre. Ici, on a la liste des sources. Donc, si on a des événements qui ont été créés parce que l'intelligence artificielle a détecté sur des sources ouvertes qu'un événement était en train de se produire, ça permet à l'utilisateur de cliquer directement et de pouvoir avoir un accès direct à la source pour pouvoir vérifier déjà la véracité de l'information et récupérer du contenu. L'idée aussi de récupérer du contenu a été marquée comme étant très intéressante par les communes pilotes. Donc, on a directement affiché les contenus médias qu'on trouvait dans les contenus détectés sur la carte de l'événement. Et alors là, sur cet événement-là, ce n'est pas le cas, mais s'il y a plus de détails, par exemple, si c'est un article de presse qui vient de sortir, on peut retrouver le détail de l'événement aussi directement sur cette carte-là. Et enfin, la dernière partie qu'on veut vous présenter aujourd'hui, c'est une partie qu'on appelle données statistiques, donc qui est composée de différents types de données. Ici, ce sont les données que nous, on a appelées données dynamiques. Donc, c'est des données qui sont en temps réel. Alors, en fait, je vais vous expliquer comment l'idée nous est venue. Les trois gestionnaires des risques avec lesquels on a travaillé, nous ont tous les trois fait part d'une pratique commune chez eux et quotidienne. C'est celle de le matin avec leur premier café, de vérifier sur différents sites. Alors, voyons voir quelle est la direction du vent aujourd'hui, quelle est la température maximale attendue, quel est le niveau d'eau sur ce cours d'eau. Et l'idée de cette partie de données dynamiques, c'était vraiment de centraliser l'ensemble de ces informations pour qu'ils puissent, en un coup d'œil, voir les vigilances et l'ensemble des... Là, par exemple, on a mis l'apport du vent avec la direction, les températures, la pression, le taux de brouillard et avoir toutes les informations vraiment centralisées au même endroit. Toujours dans cette même dynamique de centralisation, sur la partie droite, ici, on a les documents qui sont importants pour permettre déjà de le conserver au même endroit, puisque aujourd'hui, il y a pas mal de documents de gestion des risques qui, selon ce que nous ont dit les communes pilotes, sont rangés à des endroits, souvent même au format papier. Donc, l'idée ici, c'est d'avoir un espace en ligne pour pouvoir tout télécharger et potentiellement les partager. On peut sélectionner l'équipe avec laquelle on veut la partager. Donc, ça peut être avec l'ensemble de la commune ou alors avec une équipe un peu plus restreinte au sein de la commune. Donc, voilà, l'idée, c'était d'avoir une interface la plus lisible possible pour que ça puisse être utilisé non seulement par un gestionnaire de risque, mais aussi par une personne qui serait moins aguerrie, par exemple en remplacement un dimanche ou un jour férié où il est nécessaire que quelqu'un d'autre prenne cette gestion-là des risques. On ne l'a pas affiché ici non plus, mais on a aussi développé une partie pour des données plus historiques. Donc, par exemple, sur le risque feu de forêt, on a recensé, par exemple, les causes de départ d'incendie et ça permet aux utilisateurs, alors là, ce n'est pas dans le cadre de la gestion de risque, mais plutôt en amont, dans la partie information, de pouvoir étudier les causes de départ de feu de forêt, par exemple, et de pouvoir préparer au mieux la saison estivale. Et on peut les afficher, par exemple, sous forme de graphique, sous forme de tableau. Là, ça va vraiment dépendre de l'utilisation qui sera faite et du besoin qu'il y a au sein de la commune. Et ça peut être propre à la commune ou ça peut être partagé, par exemple, au sein du département, pour toutes les communes du département. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions sur la plateforme. Mais sinon, je vous propose de rentrer un peu plus dans le détail des composantes IA de cette plateforme. Oui. Pour le collationnement des informations, là, vous avez parlé des restitutions, donc à ce niveau-là, déjà, intervient la recherche comme langage naturel, des critères qui vont inscrire dans le base de données. Exactement. Peut-être répéter la question. Ah oui. Ouais.
reformule la question pour que ça s'entende. Du coup, la question, c'était… Peut-être qu'on ne l'entend pas. Oui, bien sûr. Donc, la question, c'était de savoir si, quand on récupère les informations sur les réseaux sociaux, le traitement de la donnée et le NLP intervient déjà à ce stade-là. Bah, oui, complètement. Le but, c'est de récupérer toute la donnée, y appliquer notre intelligence artificielle. Une fois qu'on détecte du contenu qui est lié aux catastrophes naturelles, qui est important pour les gestionnaires de risque, on va le mettre dans notre base de données et du coup, bah, on va pouvoir y accéder via notre plateforme. Implémenter des modèles, par exemple, de propagation, voilà. Par exemple. Et la deuxième, c'est est-ce que par rapport aux autres traités, est-ce qu'il y a un système, par exemple, d'alerte pour tout simplement prévenir une personne qui charge un événement. Alors, juste peut-être une suggestion, sans préciser votre identité personnelle, peut-être juste votre background, ce que vous faites aujourd'hui, peut-être pour que la réponse soit encore plus adaptée, puisqu'on est vraiment, encore une fois, voilà, en mode masterclass, donc c'est vraiment plus pour vous. Donc, vous, monsieur, typiquement, voilà, sans forcément dire votre nom, mais votre background, juste pour peut-être éclairer et que la réponse soit peut-être encore plus pertinente. Bon, moi, je suis informaticien depuis 1960. Bravo. D'abord. Et donc, actuellement, je m'intéresse au développement des logiciels pour la communication et la compréhension des intelligences artificielles Vous êtes sûr? Bien joli. Et vous-même, du coup? Alors, moi, je suis non informaticien. Et maintenant, j'essaie d'intégrer là pour les on le disait en préambule, hein, l'axe 3, Croisière Côte d'Azur, il y a bio-inspiré. Et typiquement, derrière, il y a une animation, si ça vous intéresse, vous pouvez regarder. Il y a Idéologie, une histoire d'amour qui a commencé il y a 78 ans, c'est le premier papier, 1943. Donc, c'est bien. Du coup, si vous pouvez juste répéter les questions comme donc, ça. la première question, c'était si on compte intégrer des modèles peut-être un peu plus poussés sur la propagation d'un feu de forêt ou alors peut-être quelque chose sur lequel on a travaillé avec le BRGM, bah, c'est l'impact du risque sismique. Donc, s'il y a un tremblement de terre de telle magnitude à tel endroit, quelle zone ça va impacter avec quel facteur de sévérité, bah, on va en reparler plus tard. Mais c'est clairement quelque chose qu'on veut faire dans le futur, aller un peu plus loin et pas être bloqué sur « OK, il y a ça qui se passe », mais dire « OK, bon, bah, s'il y a ça qui se passe, qu'est-ce qui peut se passer après? S'il y a telle et telle route inondée, qu'est-ce que ça veut dire ?» et ce genre de choses. On pourra en discuter volontiers après si vous avez des connaissances sur ce sujet, lorsqu'on parlera de la suite du projet avec les différentes idées qu'on a sur la partie IA. Et la deuxième question. Et la deuxième question, c'était celle de savoir s'il y avait des notifications directement pour alerter les gestionnaires des risques. Et donc là, chaque nouvelle information sur la plateforme est considérée comme une notification. Et après, on n'a pas encore mis en place, mais c'est déjà en place chez nous pour d'autres projets, les notifications mail, puisqu'il y a certains gestionnaires des risques qui trouvent que ça encombre trop les boîtes mail. Et du coup, il faudrait qu'ils puissent paramétrer s'ils préfèrent des notifications mail ou alors des notifications push. Mais ça viendra plutôt avec la version mobile dont on vous parlera après, de pouvoir avoir une application compagnonne de cette plateforme-là et de recevoir directement les applications. Donc là, aujourd'hui, la version mail est disponible. C'est juste un prototype pour l'instant, ça n'a pas encore été mis en place. Donc, ce n'est pas encore en place, mais ça pourrait l'être là dans 3 minutes après cette présentation. Ça, un agrégat d'indicateur, là, il y a un risque. Et en fait, le seuil qui alerte. Exactement. Okay. Et c'est là où c'est très important. Nous, notre but, ça va être de rendre ce seuil configurable par l'utilisateur. Parce qu'en fonction de l'usager, ça va être complètement dépendant. Il y a des communes où il y a des clients qui nous disent bon, bah, dès qu'il y a une personne blessée dans un événement, bon, bah, il faut avoir une alerte directement. Et d'autres, ça va être à partir de 10 blessés et ce genre de choses.
Et donc, là, ce qu'on a actuellement, c'est on envoie une notification dès qu'il y a un événement ou dès qu'il y a 5 contenus associés à un événement, enfin, un nombre N de contenus associés à un événement. Et maintenant, le but, ça va être de créer des filtres, des alertes configurables par l'utilisateur. J'allais dire, l'idée de cette plateforme, c'est que nous, on ne prenne pas la responsabilité, et ce n'est pas de notre ressort, ce n'est pas notre expertise métier de dire attention, là, la vigilance passe de jaune à orange, donc pour vous, c'est important, mais de vraiment laisser les communes et les utilisateurs de pouvoir choisir les indicateurs qui ont un impact vraiment pour eux. Donc, en agrégeant l'ensemble de ces données, ça leur donne, eux, la vision, et ensuite, ils pourront créer des alertes en fonction de leurs besoins. Oui. Moi, je me posais la question, vous donnez l'information, vous traitez l'information, mais est-ce que vous donnez des recommandations? C'est une catastrophe qui arrive. Est-ce que vous donnez une stratégie, vous donnez un plan d'action de telle manière à aider un maire à réagir le plus rapidement possible et éventuellement faire également un suivi? Pareil, votre background peut-être un peu pour, Moi, je suis informatique, développement logiciel et en cours de refondation d'entreprise. Donc, la question, c'est de savoir si, une fois qu'il est avéré qu'il se passe quelque chose, on crée des suggestions d'actions à suivre. Et là, vous divulgâchez un petit peu la suite de la présentation, puisque c'est une des pistes de développement dont on a déjà beaucoup parlé avec les communes, puisque c'est un besoin qu'elles auraient. Mais pareil, il faut que ce soit, c'est pas notre expertise métier, donc il va falloir que ce soit, si c'est fait, que ce soit bien fait et qu'on développe. Mais du coup, on va vous l'expliquer un petit peu après. Si je peux me permettre d'intervenir après, juste parce que les deux questions, je trouve qu'elles se rejoignent un petit peu. C'est la question, une fois qu'on a des événements, comment on arrive à quelque chose de plus prédictif sur la suite. Et ça, c'est pour l'instant, grâce au travail qui a été fait, il y a la base qui a été faite de pouvoir avoir de l'information. Et je pense que c'est mon point de vue, moi, c'est que plus on va utiliser la plateforme, plus on va être capable de créer ces modèles prédictifs et de les travailler avec les utilisateurs pour arriver à développer de nouvelles fonctionnalités. C'était aussi l'enjeu, l'ambition, c'était de pouvoir rendre une plateforme opérationnelle relativement rapidement, de pouvoir mettre en place quelque chose qui réponde à des besoins. Et puis ensuite, on est dans une logique aussi d'amélioration continue, de poursuite du développement, de s'appuyer aussi sur les nouvelles possibilités, parce que les possibilités techniques, il y en a qui apparaissent tout le temps, et de pouvoir comme ça réussir à développer des nouvelles fonctionnalités pour répondre encore mieux aux besoins. Il y avait peut-être une question aussi. Oui, Fabrice, je suis grâce à toi pour le moment. J'aurais une question sur le traitement qu'on a quand les éditeurs basés sur les réseaux sociaux ou les caméras. Pour l'instant, c'est quelque chose qu'on ne fait pas, mais On va poser la question. Ah oui, bien sûr. Donc, la question, c'est comment on compte intégrer la détection d'images dans notre pipeline. Et donc, par exemple, ça peut être une image qui est postée sur un réseau social, comme le bateau, par exemple, et que ça nous indique on réussit à mapper ça à un incident nautique. Et donc, ça nous donne une information supplémentaire sur le contenu si le texte n'est pas bon. J'aimerais savoir quel est le rôle des plateformes open source dans le développement des plateformes. Donc, la question, c'est quel rôle joue la communauté open source dans le développement de notre plateforme. Donc là, il y a différentes approches qu'on a eues par rapport à ça. Donc, typiquement, il y a certains datasets qui existent, qui sont en open source, donc qui sont très importants pour nous, puisque ça nous donne de la data, ça nous permet de créer une première version et de tester certaines choses qu'on améliore ensuite avec nos propres moyens. Il y a certains papiers qui sont publiés, qui sont state of the art, qui sont en open source, dont on va utiliser certains modèles. Il y a des choses où on va
construire nos propres modèles pour des problématiques plus spécifiques ou alors tweaker certaines choses pour que ça corresponde mieux à nos besoins. Mais on est en constant aller-retour avec les communautés open source. Soit on travaille avec, soit on reprend certaines choses publiées en open source pour les intégrer dans notre plateforme. Alors, ça rejoignait ça, mais aussi savoir les risques naturels ou autres, pas que ce soit par exemple 06. Est-ce que la plateforme peut être utilisable sur d'autres sites ou dans d'autres pays? Ouais, on a fait un très grand effort. La question est si notre plateforme est aussi utilisable sur d'autres sites ou partout dans le monde. Et donc, oui, c'est le cas. Nos clients, c'est des grosses multinationales qui ont des problématiques qui sont partout dans le monde. Et donc, on a fait un très grand effort sur le multilangue, par exemple, qui était une des très grosses difficultés de R&D à passer pour pouvoir traiter une centaine de langues. Donc, une fois qu'on a ça, on peut traiter une géolocalisation, n'importe quelle géolocalisation. Et même pour compléter un petit peu, avant qu'on rencontre le département, on était plutôt spécialisé sur la détection d'événements mondiaux et on s'est, pour le département, plus concentré sur le français et sur les risques dans le département. Ouais, par rapport à donc la question, c'est par rapport à la collecte de données, comment on fait, notamment sur les réseaux sociaux. Et après, est-ce qu'on utilise la donnée des réseaux sociaux pour utiliser la géolocalisation? Par rapport à la géolocalisation, je vais en parler après sur l'IA, puisqu'on utilise l'IA pour géolocaliser nos événements. Donc, on pourra en parler après. Et par rapport à comment on récupère la donnée, donc on est branché sur les API de différents réseaux sociaux qui nous envoient de la donnée. Et donc là, ça dépend des réseaux sociaux. Certains fonctionnent à base de mots-clés, certains à base de hashtags, certains sur les utilisateurs qui nous permettent de récupérer de la data. Sur la presse en ligne, on a accès à quasiment toute la presse en ligne mondiale. Et donc là, on récupère tous les articles de presse et on les analyse. Et sur les API, là, c'est plus simple. Les API type risque naturel, là, c'est plus simple. C'est un call API qui nous, et dès qu'il y a un nouveau tremblement de terre, ça nous envoie de l'information et on le met directement dans notre base de données. Il y avait, ouais. Ou la c'est comment utiliser cette plateforme dans les endroits du monde qui ont moins accès aux réseaux sociaux et moins de réseaux Internet. Ça, c'est une très bonne question. C'est une grande complexité qu'on a et que sur certaines zones qui sont beaucoup moins couvertes que d'autres. Pour l'instant, c'est honnêtement quelque chose sur lequel on ne s'est pas encore penché parce que ce qu'on s'est dit, c'est d'abord prouver qu'on peut le faire sur un endroit où on a accès à de l'information, beaucoup d'informations, donc ce qu'on est en train de réussir à faire. Et une fois qu'on aura ça, on va se pencher sur les zones où c'est plus compliqué d'obtenir de l'information. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte d'améliorer ça aussi. Juste pour compléter sur la réponse, parce qu'au-delà de l'aspect technique et de l'aspect technique de l'accès à l'information, il y a un élément qui est intéressant sur la plateforme et qui était un de nos enjeux, nous, c'est la question de l'accessibilité financière aussi à la solution. Et ce qu'on trouvait intéressant et ce qu'on a poussé, nous, en tant que département, parce que le département, pour rappeler une de ses missions essentielles, c'est la solidarité territoriale et humaine. Et donc, notre enjeu et un de nos objectifs importants dans le projet, c'était aussi d'être capable d'avoir une solution qui puisse s'adapter, quelles que soient les tailles de communes, quels que soient les moyens financiers aussi des communes, en tout cas de pouvoir avoir quelque chose qui soit le plus partagé possible. Et à la différence de solutions un peu
historique, je dirais, de gestion de risques naturels, d'hyperviseurs, de choses très lourdes à mettre en place, de choses qui sont compliquées, où ça nécessite d'outiller le territoire de façon importante avec des capteurs, des choses, enfin, des choses très complexes. Là, ce qui est intéressant et fondamental sur cette plateforme-là, c'est sa capacité à être rapidement, à pouvoir être rapidement mise à disposition de petites communes sans devoir déployer des choses compliquées. Et ça, enfin, ça répond qu'à moitié à votre question parce qu'il y a d'autres enjeux derrière, mais ça permet aussi de pouvoir envisager de cas d'usage un peu différents. Oui, exactement, parce que l'application, c'est une simple web app qu'on peut accéder partout. Et tout le processus de collecte de données, analyse par l'intelligence artificielle, bon, bah, ça tourne sur nos serveurs, c'est mis en base de données. Après, la web app, elle n'a plus qu'à y accéder. Donc, c'est vraiment le setup est très facile pour les communes. On crée les comptes d'utilisateurs, on définit sa propre géolocalisation, les risques qui nous intéressent. Dans le futur, on se configure ses alertes et après, on a accès à la plateforme et c'est fait. Et pour encore plus compléter sur cette idée de fracture numérique, pendant la tempête Alex, on a vu qu'il y avait des zones qui étaient privées de tout moyen de communication. Et à cette occasion-là, on n'a pas poussé le développement plus loin, mais on a parlé de bases, un peu comme sur le même système que des bases GPS pour pouvoir continuer en fait de transmettre du réseau Internet, même pendant les périodes où les antennes et les récepteurs sont plus utilisables. Donc, ça fait partie des pistes de développement à creuser. Il y a une question de monsieur. Ça a été répondu. Bon, bah, Alors, justement, peut-être en concluant, la maison de l'intelligence artificielle, elle est précisément faite sur ce territoire, les Alpes-Maritimes. Donc, c'est vraiment les Alpes-Maritimes. D'ailleurs, en partant, vous verrez, elles sont enneigées. On est ici près du littoral et à moins de 50 km à vol d'oiseau, on est à plus de 3000 mètres d'altitude. Donc, ce territoire est vraiment tout à fait spécifique. Et la fracture numérique, elle est sociale, elle est technologique, elle est économique. Et c'est pour ça qu'il me semble que cette masterclass est particulièrement intéressante, parce que potentiellement, avec ce prototype, on peut montrer que petit à petit, on peut résoudre des problématiques qui, en fait, sont utiles à l'humanité aussi, parce qu'on a un échantillon de tout ça sur ce territoire. Donc, merci encore, parce que chemin faisant, vous nous montrez tout ce qu'il y a à déverrouiller petit à petit avec ce projet extrêmement concret et profondément centré, bien sûr, sur les techniques et sur les fonctions, qui d'ailleurs sont rappelées là, et je me délecte d'écouter ce que vous dites, parce qu'au fur et à mesure, je coche les cases de ce que vous dites par rapport à ce que vous faites au niveau des fonctions et des techniques. Mais c'est surtout que d'un point de vue humain et même sociétal, ça va répondre à quelque chose qui potentiellement va être exemplaire pour d'autres territoires aussi. Donc, merci pour cette question et merci pour vous. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais commencer avec l'IA. Donc, je vais rapidement vous donner une overview des technologies IA qu'on a au sein de Nunki qui nous permettent de faire de l'analyse des sources ouvertes avec du NLP et, de manière générale. Et après, je vais aller un peu rentrer en détail sur les recherches spécifiques qu'on a fait pour ce projet-là. Donc, il y en avait 3. C'était le débruitage et la classification automatique de contenu en type de risque naturel. Donc, on a dû se spécialiser sur les risques naturels et classifier du contenu. Ensuite, c'est l'annotation sémantique multilingue pour la géolocalisation des événements. Donc là, ça va être au sein des contenus, détecter les géolocalisations et leur accorder des coordonnées GPS. Et finalement, ça, c'est quelque chose qui est vraiment en R&D. C'est de l'analyse de sentiments couplée aux coordonnées GPS. Et donc là, on commence à faire de la recherche, mais ça, c'est vraiment early stage, mais je voulais un peu vous donner un sneak peek de ce qu'on fait actuellement. Donc, les différents composants IA qu'on a au sein de notre plateforme, au sein de nos technologies. Donc, je parlais de classification. Chez Nunki, on classifie dans 47 classes différentes pour des types de news et 15 classes pour les contenus sur les réseaux sociaux. Et actuellement, on traite 4 classes de catastrophes naturelles. Donc, on a commencé par les classes les plus importantes pour le département et on continue à élargir ce spectre petit à petit. La deuxième partie très importante, c'est la détection d'entités. Donc, une entité, ça va être une personne, un lieu ou une organisation. Donc, par exemple, s'il y a marqué tremblement de terre ressenti à Cannes, on va savoir que Cannes, c'est un lieu.
Et donc ça va être très important pour ensuite pouvoir lier Cannes à une base de données et savoir qu'il s'agit d'une ville dans le sud de la France pour ensuite pouvoir en extraire les coordonnées GPS et pouvoir mettre l'événement sur une carte et pouvoir prévenir les personnes à proximité ou qui ont mis cette zone sur leur dashboard. Et donc ça, c'est les deux technologies majeures qu'on a utilisées pour ce projet pour pouvoir dire de quoi ça parle et où est-ce que ça se passe. Ensuite, on a développé d'autres technologies pour améliorer la plateforme. Donc, on a ajouté de la traduction pour pouvoir traiter le multilangue. Donc, on a plus de 104 langues. Donc, ça nous permet de récupérer pas seulement les tweets franco-français ou anglais publiés, mais tout contenu de toutes les langues, pour pouvoir, typiquement, s'il y a un touriste qui tweet quelque chose en japonais, on sera capable de le traiter. Et c'est très important dans la globalisation du monde. Ensuite, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on va agréger les contenus. Donc, ça veut dire qu'on va faire du clustering. Donc, lorsqu'il va y avoir un événement, typiquement une inondation, il va y avoir plusieurs gens qui vont poster des contenus sur les réseaux, il va y avoir plusieurs articles de presse en ligne et vont tous parler de la même chose. Et donc, pour pouvoir dire, OK, ces deux contenus parlent du même événement, on a mis en place du clustering. Donc là, niveau IA, c'est du hierarchical clustering. On prend sur les embeddings des phrases et la métrique de similarité, c'est la cosine similarity entre nos embeddings. Et du coup, on va pouvoir être capable de clusteriser. Donc là aussi, on a fait pas mal de recherches sur voir quels sont les meilleurs thresholds à avoir pour avoir les meilleurs résultats sur notre clustering. Mais un problème qu'on a eu lorsqu'on a fait ça, c'est que du coup, des phrases qui sont vachement similaires, mais qui ne sont pas du tout liées, comme par exemple, il y a un tremblement de terre à Cannes et il y a un tremblement de terre à Tokyo. Si ça apparaît en même temps, le clustering sémantique va dire, OK, ces deux phrases sont complètement similaires, du coup, c'est le même événement. Du coup, ce qu'il faut prendre en compte, c'est aussi la géolocalisation. Et donc, on a ajouté du clustering spatial pour créer des clusters en fonction de la localisation. Et en fonction de la localisation, on va faire du clustering sémantique. Donc, ça, c'est très important pour avoir des meilleurs résultats. Et ce qui revient un peu à ce que vous aviez dit sur les alertes, c'est avec le clustering, on ne va pas envoyer 50 000 alertes lorsqu'il y aura énormément de contenu suite à un événement. On va l'envoyer au premier et après, on va enrichir cet événement. Donc, typiquement, si je n'ai pas de photos avec le premier contenu, s'il y a un deuxième contenu avec des photos, on l'ajoutera à l'événement, on pourra avoir plus d'informations. Et finalement, des choses qui sont un peu plus early stage chez nous et qu'on commence à intégrer sont l'analyse de sentiments. Là, c'est plutôt classique, mais ce qu'on essaye de faire, ce n'est pas généralement avoir des sentiments positifs, négatifs, mais rentrer un peu plus dans le détail. Et le knowledge extraction, qui est en fait, l'extraction de l'heure précise. Donc, si dans un contenu, on va y avoir hier, une inondation a fait 5 morts à Nice, pouvoir passer de hier à une date horodatée, il faut mettre un peu d'intelligence artificielle dedans. Et c'est très important, en fait, parce que beaucoup de contenus en ligne parlent d'événements passés. Donc, typiquement, lorsqu'il y a on parle d'un événement qui s'est passé l'année dernière, il ne faut pas envoyer une notification, attention, inondation en cours, parce que ça s'est passé il y a un an. Et après, la deuxième chose qu'on travaille sur le knowledge extraction, c'est l'extraction de données numériques. Donc, typiquement, lorsqu'il y a marqué une inondation fait 5 morts, il faut savoir qu'il faut ressortir le chiffre 5 et il faut savoir que ce sont des personnes mortes. Donc là, ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus early stage, qu'on n'a pas encore mis en place, mais qu'on aimerait bien, on en reparlera dans la suite, ça nous permettrait de créer des index de sévérité, etc. Donc voilà, donc je vais passer un peu plus au rentrer en détail de sur les projets réalisés. Donc, il y en a 3, la classification, la notation sémantique et l'analyse de sentiments couplés aux coordonnées GPS. Donc, dans la classification automatique de contenu en risque naturel, donc, le vrai objectif, c'est de diminuer au maximum le bruit. Parce que dès qu'on va se brancher sur les sources ouvertes et qu'on traite 100 messages par seconde ou plus, on va avoir énormément de bruit. Et vous connaissez les réseaux sociaux, c'est vraiment la grande complexité. Et donc, le but, ça va être d'associer une catégorie de risque naturel à chaque document qui rentre dans notre pipeline. Et
s'il est lié au risque naturel, on va le flaguer comme positif et continuer à l'analyser. Donc là, on s'est concentré sur 4 catégories, donc soit tremblement de terre, soit incendie, soit inondation. On a ajouté une quatrième catégorie qui est tout autre risque naturel, mais vu que ce n'était pas une priorité pour le département, on a mis moins de concentration sur le thème. Donc là, on a essayé différentes choses. On a fait des choses plus simples avec du SVM, avec du Naive Bayes, etc. Mais lorsqu'on a testé les modèles state of the art qui est BERT, enfin un des modèles state of the art qui est BERT, multilangue, on a eu les meilleurs résultats. Et donc, ce qu'on fait, c'est on prend l'embedding de BERT et on y ajoute une couche de classification pour obtenir nos résultats. Finalement, le dataset, c'est 150 000 documents en anglais qui proviennent de différentes sources et qui parlent de différentes catastrophes naturelles. C'est là où l'open source vient un peu en jeu, puisqu'il y a certaines parties de ce dataset qui proviennent, qui sont open source et que nous avons utilisées. Là, quelque chose qui est assez important, c'est que pas mal de datasets ont été créés suite à des catastrophes naturelles. Donc, il y a une catastrophe naturelle qui s'est passée et du coup, suite à cette catastrophe naturelle, on a créé ce dataset avec les contenus des réseaux sociaux, etc. Je vais passer maintenant aux résultats qu'on a eus. On était plutôt agréablement surpris avec les résultats vu qu'on a, vous connaissez tous, un F1 plutôt élevé, donc entre 0,8 et 0,9 pour toutes nos catégories qui sont là. Donc là, par exemple, dans notre dataset, il y avait une catégorie Hurricane en plus qu'on n'a pas prise en compte pour le département des Alpes-Maritimes. Cependant, ces résultats, ils sont très bons en recherche et qui fonctionnent très bien. Mais lorsqu'on branche ça sur notre pipeline, sur un flux très important, on remarque que même avec ces très bons résultats, il y a toujours pas mal de problématiques qui surviennent. Et les 2 problèmes majeurs qu'on a actuellement, c'est que, la géolocalisation influence grandement les résultats de la classification. Donc, c'est ce que je vous disais. Vu qu'on a récupéré un dataset typiquement sur les floods qui se sont passés au Texas, et du coup, nos modèles maintenant, quand il y a Texas et que c'est un tout petit peu lié à un risque, il va y avoir ça va mal classifier le document. Ouais. Ouais, voilà, c'est pas d'événements liés aux catastrophes naturelles. Et par contre, le problème suivant, c'est même en ayant des précisions assez élevées, qui sont quasiment tous au-dessus de 0,8, si on prend Floods, qui est la catégorie avec la précision la plus faible, on amène quand même pas mal de bruit, puisque 2 documents sur 10 sont des faux positifs. Et même si entre guillemets, c'est des bons résultats, vu qu'on traite autant de messages, on a beaucoup de faux positifs qui reviennent sur la plateforme et des fois, ça fait des trucs très moches et ça peut envoyer des alertes alors qu'il n'y a rien qui est en train de se passer. Donc ça, c'est un peu nos problématiques sur la classification actuellement. Et j'amènerai des solutions auxquelles on réfléchit et si vous avez des idées, on est très preneurs. Ouais. Comment? Ouais. Comment sur? Oui, on a passé beaucoup de temps à essayer d'améliorer les hyperparamètres et de regarder ce qu'on peut faire. Là, ce qu'on s'est dit, c'est plutôt au lieu de, on n'a pas réussi à améliorer ce modèle-là, et c'est vraiment les meilleurs résultats qu'on a. Et du coup, ce qu'on a mis en place, ce dont je parlerai un peu plus tard, c'est de mettre en place un denoiser en fait avant, qui va enlever beaucoup de bruit et beaucoup de faux positifs qui ont été générés par ce classifier-là. Et en fait, de stacker les classifiers pour d'abord enlever le bruit, puis après faire la distinction entre plusieurs catégories, ça nous a donné de meilleurs résultats. Oui, donc je pense qu'il faut différencier 2 cas de performation collationnée, c'est-à-dire l'aspect historique pour dire comment les événements ont été commentés et ça intervient donc notre IA. Et le deuxième, c'est à quel moment arrive un événement précisément
Et je pense que la source la plus fiable est de se connecter sur les services de sécurité, etc., qui sont les premiers services appelés avant peut-être la qualité de diffusion sur les réseaux sociaux. Par exemple, alors, pour répéter la question, pardon, c'était de savoir s'il n'était pas plus fiable de se baser sur les alertes des services de secours pour les événements qui sont en train de se produire, les événements qui sont nouveaux. Par exemple, les systèmes de détection des feux de forêt, je n'ai plus exactement les chiffres en tête, mais il me semble que c'était 8 feux de forêt sur 10 qui étaient repérés soit par les vigies, soit qui étaient repérés, enfin la fumée alertait les services de secours. Et du coup, ça dépend du risque et ça dépend de ce qu'on recherche. Mais l'idée, ce sera, ensuite, on en parlera un peu dans les développements. La première personne qui signale qui sont dans cette oreille, je pense que son réflexe, ce n'est pas de faire sur les réseaux sociaux, mais c'est d'appeler les services de numéros qui connaissent bien. Bah, du coup, je pense que ça dépend des risques, puisque par exemple, on nous a dit que souvent les premiers appelés, c'était France Bleu, qui était un média de proximité. Et les gens instinctivement pensaient que prévenir la radio locale allait prévenir le plus grand nombre de personnes. Donc, je pense que ça dépend des risques. Nous, c'est vrai qu'on est spécialisé sur cette source d'information-là, mais l'idée, au final, ce serait de regrouper le plus de sources d'informations possibles. Et on en parlera dans les pistes de développement. Avoir directement les alertes des services de secours, c'est une piste qu'on envisage grandement et qui serait très importante pour le projet. Oui. Ouais. Exactement. Là, on a deux stratégies. Ah oui, donc la question, c'est notre dataset, il est en anglais. Comment on fait pour traiter le français, par exemple, et d'autres langues? Donc là, on a essayé différentes stratégies. Donc, le modèle qu'on a utilisé, c'est un modèle multilingue, donc qui a un embedding multilingue et qui, entraîné sur de l'anglais, peut produire de bons résultats sur toutes les langues sur lesquelles il a été pré-entraîné avant. Donc ça, c'est notre première stratégie qui fonctionne bien pour les langues, parce que les langues sont vachement proches. Donc, avec l'anglais et le français, ça marche bien, mais on a des problématiques dès qu'on passe à des langues un peu plus complètement différentes, comme par exemple le japonais. Et là, ce qu'on utilise, c'est de la traduction. On traduit la langue en anglais et après, on la fait passer dans notre classifieur. Et comme ça nous donnera des résultats. Et c'est certes un peu mal vu de temps en temps de faire de la traduction, sauf que nous, sur nos essais, les modèles multilingues ne réussissent pas à produire des résultats adéquats. Et du coup, on a choisi le chemin de la traduction pour les langues un peu plus séparées lorsqu'on n'a pas de données à disposition. De nombreuses expérimentations. Ouais. Ouais, clairement. Ouais. Donc la question, c'est, on est vachement focus sur le NLP. Est-ce que d'autres données comme les images satellites, etc., ça peut être intéressant? On en est au tout début. Donc, on est très content des résultats qu'on a là actuellement avec le NLP. Il y a certaines choses il y a toujours une amélioration possible à faire. Donc, on travaille toujours sur le NLP. Mais là, ce qu'on veut faire, c'est on va commencer très simple sur intégrer de nouvelles technologies. Donc là, sur un autre projet, on avait l'analyse d'images et faire de l'analyse d'images simple pour classifier certaines images pour ressortir de l'information. Et on va commencer par ça et après, on va pouvoir commencer à intégrer des choses plus poussées. Et les images satellites, c'est quelque chose qui, dans le futur, on aimerait bien sûr intégrer, mais c'est encore à ce stade trop avancé pour nous.
peut-être on peut citer la beauté de la coïncidence. Voilà, encore une fois, cette maison comme un hub de l'écosystème. La masterclass d'après, c'est précisément Thales Alenia sur des time series pour la détection d'anomalies. Donc, je ne sais pas si vous êtes inscrit ou inscrite à celle-ci, mais en effet, cet écosystème aussi dans 06, c'est aussi ça. Alors aujourd'hui, vous commencez avec NLP, mais en effet, vous savez, dans cet écosystème, il y a aussi les autres maîtrises des techniques et des fonctions et les entreprises qui sont là, grandes ou petites. Ok, bon, par rapport à là, je vais continuer. Donc là, on va passer à la notation sémantique multilingue pour la géolocalisation d'événements. Donc l'exemple classique, c'est on va voir un texte qui va être classifié, typiquement ici, c'est dans la catégorie inondation. Et après, on va devoir y extraire les géolocalisations associées ou la géolocalisation associée. Donc là, vous trouvez un exemple avec plusieurs géolocalisations dans le texte. Et le but, en fait, c'est de détecter d'abord les entités et puis y associer une latitude et une longitude pour pouvoir le mettre sur une carte. Donc, je vais vous présenter un peu comment on fait ça. Donc, tout d'abord, la première étape, ça va être la reconnaissance de mentions. Donc, il faut détecter les mots qui vont soit être un lieu, soit être une organisation, soit être une personne, lieu, organisation. Et une fois qu'on a ça, bon, dans une phrase, typiquement, l'exemple, ça va être inondation à Cannes. Il faut dire Cannes est une géolocalisation. Et une fois qu'on a ça, va falloir sélectionner des candidats possibles. Donc, lorsqu'on a Cannes, Cannes, c'est une géolocalisation. Quels sont les possibles candidats pouvant représenter ce lieu? Et donc, on va se baser sur une base de données, sur un knowledge base. On va mettre le mot Cannes à l'intérieur et ça va nous ressortir des possibles candidats. Donc, pour Cannes, ça va nous rendre la ville de Cannes, ça va nous rendre peut-être l'AS Cannes, qui est le club de foot, etc., qui sont tous des possibles candidats. Et une fois qu'on a ça, il va falloir sélectionner le meilleur candidat par rapport à la phrase. Donc là, ce qu'on va faire, c'est on va passer dans une phase qui s'appelle la désambiguation, qui va en fait être de la sélection du meilleur candidat. Donc pour ça, on a créé un modèle de random forest dans lequel on input la phrase, on input le possible candidat et ça va nous ressortir un score de confiance par rapport à ce candidat-là et on sélectionne le meilleur candidat. Donc, ça, c'est un modèle qu'on a mis en place chez nous en interne. On a des résultats qui sont assez satisfaisants. Donc, on réussit à avoir un F1 de 0,52 environ. Là, sur la colonne de gauche, on voit le threshold. Donc, ça veut dire à partir de quand on dit qu'un candidat a matché positivement sur cette phrase. Donc, ça veut dire si le score de confiance est au-dessus de 0,6, on va dire que c'est bon. Et donc, c'est comme ça qu'on a décidé de faire. On a du coup eu différents résultats et avec un threshold de 0,6, on a notre meilleur score de F1 qui est de 0,52. Ce n'est pas encore state of the art, ce n'est pas encore ce qui est très bon, mais ça fonctionne suffisamment bien pour avoir de bons résultats sur la géolocalisation et pouvoir commencer à géolocaliser les événements sur la carte. Et une fois qu'on a fait ça, on est passé à la prochaine phase de recherche qui a été de l'analyse de sentiments couplée aux coordonnées GPS. Donc ça, c'était quelque chose une recherche qu'on a fait conjointement avec le BRGM. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a récupéré des tweets. Le BRGM a récupéré des tweets de la tempête Alex. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une analyse de sentiments sur tous ces tweets. On a extrait les géolocalisations avec notre système. Et on a regardé si il y avait une corrélation entre géolocalisation et sentiments. Et donc, ce qu'on a vu, c'est que à l'échelle de la France, il n'y avait pas de corrélation entre le sentiment et la géolocalisation. Donc, c'est-à-dire qu'à l'échelle de la France, il n'y avait pas de sentiment majoritaire. Si on passe par contre sur les Alpes-Maritimes, on avait un sentiment majoritaire négatif, de temps en temps neutre, et donc ça nous permet de voir une certaine corrélation parce que la tempête Alex a beaucoup plus touché les Alpes-Maritimes que tout autre département en France.
Donc ça, c'était vraiment juste une phase très exploratoire. On n'a pas du tout encore intégré ça dans notre pipeline de détection d'événements sur la plateforme, mais c'est de la recherche qu'on est en train de faire et de se dire, OK, si le sentiment négatif est un réel indicateur que quelque chose est en train de se passer, comment on peut l'intégrer dans notre plateforme pour améliorer la détection d'événements et améliorer les informations qu'on va donner à nos usagers. Je pense que j'ai un peu fait le tour. Oui, donc les améliorations qu'on a en tête pour ce projet-là, qui sont rapidement, on a récupéré ce dataset avec une liste de mots-clés qui a été fait plus ou moins rapidement. Ce serait possible peut-être de mettre des experts dessus pour essayer de récupérer un dataset plus qualificatif. De plus, le BRGM a utilisé l'API Twitter en pool. Et du coup, on est limité par le nombre de tweets qu'on récupère, alors que si on préparait ça en avance, on pourrait l'avoir en push et on aura beaucoup plus de tweets et donc beaucoup plus de matière pour travailler dessus après. Et finalement, on a aussi remarqué que les coordonnées GPS très vastes, comme France par exemple, ne sont pas bonnes et il faudrait les enlever de notre analyse. Donc voilà, donc ça c'est juste par rapport au next step qu'on a en tête par rapport à cette analyse de sentiments. Et du coup, là, je vous ai un peu montré les différents projets de recherche IA qu'on avait au sein du projet. Et là, on réfléchit aux différentes améliorations. Oui. Par call API, on peut récupérer seulement 100 tweets. Donc, il faut faire plusieurs calls si on veut avoir plusieurs tweets. Et là, ce n'était pas fait avec les coordonnées GPS, mais avec les mots-clés. Donc là, comment? Ouais, exactement. Mais donc, en fait, il faut faire énormément de calls API les uns après les autres et ce n'est pas très efficace. Alors qu'il y a un mode où Twitter va nous envoyer des tweets suite à des mots-clés. Mais c'est en temps réel et du coup, il faut le préparer en avance. Donc, les différentes suites qu'on a, c'est déjà de 1 l'indice de sévérité dont on parlait. C'est quelque chose sur lequel on vient juste de commencer à travailler. On a un indice de sévérité très simple. On aimerait vraiment l'améliorer avec la prise en compte de personnes blessées, de personnes mortes, d'infrastructures endommagées, etc. Et donc là, il y a toute une prise en compte sur la partie knowledge extraction. Est-ce qu'on crée ça avec des règles? Est-ce qu'on crée ça avec un neural network qui va tout prendre en compte et nous sortir un output? On est un peu en train de réfléchir comment on veut faire. Et lié à ça aussi, il y a la détection de la nature de l'événement ou plutôt la nature du contenu. Il va y avoir certains tweets qui vont être des demandes à l'aide lors d'une inondation. Il y a certains tweets qui vont être juste du reporting ou une photo. Et catégoriser ces différents contenus, ces différents types, ces différentes natures de contenu peut permettre d'avoir typiquement les appels à l'aide, c'est peut-être plus important que quelqu'un qui se plaint du tremblement de terre. Donc, améliorer l'utilisation de notre plateforme, mais aussi peut-être utile à l'index de sévérité dont je parlais juste avant. Il y avait une question? Non. OK. Donc là, la question que vous aviez par rapport à la régularisation et si on avait regardé comment améliorer ça, nous, la stratégie qu'on a, c'est on a décidé d'utiliser un denoiser, donc je vous ai mis les résultats rapidement là, qui sont à peu près pareils, mais en fait, si on applique deux modèles d'intelligence, deux neural networks l'un après l'autre, ça nous a quand même pas mal amélioré les résultats. C'est quelque chose qui est encore en cours de développement, on n'est pas encore sûr comment l'intégrer, est-ce que c'est bien de le faire? Si on commence à faire un denoiser, juste pour les catastrophes naturelles, ça va casser tout notre workflow, pour tous les autres types de risques qu'on est en train de faire. Créer un denoiser global, c'est un peu super extrême parce qu'il faut l'entraîner à chaque fois qu'on ajoute des nouvelles catégories. Donc, on est un peu en train de réfléchir s'il n'y a pas de meilleure stratégie. Et donc, on utilise pas mal de traductions pour faire le multilangue. Et donc, il y a toujours cette question de multilingual transfer learning, d'avoir des modèles pré-entraînés en multilangue, après entraînés sur seulement certaines langues pour la tâche spécifique et qui sont censés faire du transfer learning sur toutes les autres langues sur lesquelles ils ont été pré-entraînés. Et là-dessus, on a encore
pas mal de problématiques pour le mettre en place en production de manière très efficace. Et ça, c'est une des suites possibles qu'on veut faire en IA. Il y a pas aussi un outil culturel, par exemple aux États-Unis, pour parler d'un événement qui est en train de besoin de monsieur sur laquelle il court. Et je ne sais pas si en France, on aurait les mêmes réactions face à un événement. Comprenez votre activité majoritairement au téléphone, mais il y a aussi une culturelle. Ouais, clairement. Donc la question, c'est est-ce que il y a sur l'utilisation des réseaux, il y a une partie culturelle, donc typiquement un pays qui va plus utiliser un réseau que l'autre, et même que du coup, si on entraîne nos modèles sur de l'anglais qui provient d'un certain réseau, que ça ne fonctionne pas bien sur des contenus d'autres langues, d'autres réseaux. C'est quelque chose sur lequel on s'est pas mal attardé, plutôt dans la différence d'un article de presse via un post sur Twitter et donc un post sur n'importe quel réseau social qui ne sont pas du tout pareils. Et donc, pour ça, on a différents classifieurs. Donc, un qui traite des news et un qui va traiter des réseaux sociaux. Là, typiquement, en Russie, il y a le réseau social qui s'appelle VKontakte, qui est dans notre pipeline. Et pour l'instant, on est plutôt satisfait des résultats et le transfert en ligne fonctionne bien parce que c'est aussi un réseau social. Du coup, la typologie reste quand même vachement similaire. Il y a des emojis à l'intérieur pour faire l'embedding des emojis, etc. Et donc, ça fonctionne encore. Mais lorsqu'il y a un article de presse en russe, on va le faire passer sur notre classifier en news. Et pour l'instant, c'est la seule distinction qu'on fait et ça fonctionne. Mais je suis sûr que si on rentre plus dans le détail, il y a peut-être des choses à regarder. Mais après, ça rejoint une problématique qu'on a, c'est toujours l'accès à la data. C'est très bien de faire des choses super spécifiques, mais si ton dataset, il n'est pas, surtout que le NLP, c'est quelque chose où plus tu as de data, plus ça va améliorer tous les résultats. Du coup, on est un peu en train de réfléchir comment on peut faire entre le super spécifique super bien ou alors le truc un peu plus généraliste qui profite de plus de data et qui a des meilleurs résultats en fait. Et là-dessus, sur cette question d'accès à la data, pour le coup, le rôle des collectivités et de la puissance publique, de façon générale, il est important. Et c'est vrai que c'est aussi nous, notre rôle qu'on a à avoir en tant que conseil départemental de construire les partenariats avec les fournisseurs de données, avec les structures de secours, pour pouvoir faciliter et la mise à disposition des données. Donc, s'il n'y a pas de questions par rapport à ça, je vais laisser Clélia continuer sur les développements envisagés, c'est plus macro sur le logiciel, ce qu'on peut faire, etc. Le premier point sur lequel on voudrait vraiment apporter une amélioration sur le logiciel, c'est sur le phénomène de digitalisation des documents dont je vous parlais tout à l'heure, qui est un besoin vraiment très important des communes. Et là, on pensait, du coup, ça rejoint votre question de tout à l'heure, à générer des actions, des suggestions d'actions. Donc, par exemple, il y a un changement de vigilance pour vent violent, comme il y a eu hier, entre jaune à orange. Du coup, pour vous, déjà de 1, on pourrait permettre d'highlighter dans les documents, de surligner dans les documents les endroits où se trouvent les informations. Par exemple, sur un retour d'expérience, donc il y aurait le rétexte en PDF dans les documents de l'utilisateur et il pourrait préalablement dire, moi, quand il y a ce changement de vigilance, je veux qu'on me mette en lumière la partie conclusion ou la partie pour la prochaine fois. Je ne sais pas exactement comment sont constitués les retours d'expérience de chaque commune, mais voilà. Et pouvoir aussi créer, pareil, en amont de la gestion de crise, préparer une liste de tâches à faire, de personnes à contacter. On ne l'a pas mis là, mais il y a aussi dans les développements vraiment imminents de la plateforme une partie pour permettre à l'utilisateur d'avoir directement en un clic les liens utiles, les contacts, numéro de téléphone, adresse mail, pour ne pas avoir à chercher dans le répertoire, toujours avec l'exemple de tout à l'heure de quelqu'un qui gère le risque alors que ce n'est pas du tout son cœur de métier
et qui ne sait pas qui appeler, quand, où. Du coup, l'idée, ce serait d'avoir directement accès à ces contacts-là. Et ça pourrait être aussi, voilà, s'il y a un risque d'inondation qui intervient, avoir directement le contact d'urgence au SMIH qui s'occupe de ce cours d'eau, de cette zone-là. Donc, ça, ce serait dans une vraie volonté de digitaliser les documents, qui s'accompagnerait aussi de la digitalisation de l'annuaire, qui est souvent un répertoire papier des populations de la commune et des populations les plus à risque, auxquelles il faut penser à l'évacuation pour un tremblement de terre ou quoi, qu'on voudrait aussi permettre de digitaliser. Ça va prendre des développements un peu longs pour s'assurer de la conformité du respect des obligations qui entourent les données personnelles qui seraient contenues dans ces documents. Mais c'est tout à fait envisageable de notre côté et c'est une priorité qu'on donnera au logiciel. Ensuite, il y aurait l'idée d'ajouter des couches cartographiques et même des couches cartographiques dynamiques. Derrière ça, il y a plusieurs idées. La première, ce serait de pouvoir ajouter une couche cartographique avec, par exemple, les établissements recevant du public, les ERP, et notamment les ERP qui sont les plus à risque, comme par exemple les écoles, les EHPAD, les maisons de retraite, ou celles qui contiennent beaucoup de public, comme les gros centres commerciaux. Et de manière dynamique, le gestionnaire de risque de la commune pourrait dire « Attention, là, en ce moment, il y a un festival, par exemple, à Cannes, il y a le festival de Cannes ou le festival IA de Cannes qui aura lieu en février prochain. » Et du coup, pouvoir créer lui-même un ERP occasionnel juste pour le temps de l'événement. Et on pensait aussi, les communes nous ont soumis l'idée d'ajouter des couches cartographiques dynamiques, par exemple avec les cours d'eau, exactement sur le même modèle qu'aujourd'hui vous connaissez très bien avec la circulation, avec la route qui devient orange ou rouge en fonction des embouteillages. Rajouter une couche cartographique dynamique de la même manière pour les cours d'eau. Et plus le cours d'eau monte, plus la couleur du cours d'eau pourrait être rouge. Et du coup, dans cette optique de bien visualiser sur une seule et même plateforme, voir les ERP à proximité du cours d'eau qui est en train de devenir un cours d'eau à risque, par exemple. On a aussi assez récemment, avec les communes pilotes, eu l'idée de créer un système de visualisation de la capacité des centres d'accueil et d'hébergement d'urgence. Et l'idée, ce serait de pouvoir dire, pareil, en amont de la gestion de crise, OK, dans ce gymnase, on peut mettre 300 personnes. Et au fur et à mesure de la gestion de crise, avoir l'outil qui est déjà prêt, de pouvoir être rempli ou vidé si jamais il y a des personnes qui ont été transportées ailleurs, et pouvoir en temps réel suivre la capacité d'accueil des centres d'hébergement d'urgence. Et enfin, il y a une phase très importante qui serait à développer sur ce logiciel, qui serait la phase de collaboration entre les acteurs. Donc, c'est ce dont on parlait avant, avec la collaboration donc intra-mairie, ça a déjà été pensé, mais intra-collectivité pour les communes qui sont dans une même collectivité, qui sont limitrophes, ça nous paraît de bon sens qu'elles puissent communiquer entre elles par rapport à un événement, mais aussi avec les autres acteurs du risque, donc avec directement recevoir l'alerte des pompiers ou pouvoir alerter les pompiers de l'envoi d'une patrouille communale sur une zone et de vraiment faciliter la communication au sein de la plateforme directement. Et ensuite, on voulait vous présenter les différentes applications que nous, on faisait de l'intelligence artificielle sur d'autres cas d'usage, puisque du coup, on s'est concentré là pour ce projet-là vraiment sur les risques naturels et sur le département. Mais comme je vous le disais, initialement, on se concentrait sur d'autres types de risques et plutôt à l'échelle mondiale. Un des sujets qui nous donne beaucoup de fil à retordre et sur lesquels on travaille beaucoup, par exemple, c'est le sujet du terrorisme. Là, en ce moment, on se concentre pas mal, par exemple, sur le Sahel, mais on a eu différents cas d'usage. On travaille aussi, par exemple, sur la détection de trafic de drogue. Et là, ce que présentait Cédric sur le Knowledge Entity fait sens pour détecter les quantités de drogue qui sont saisies, par exemple, et on peut faire des statistiques sur les quantités de drogue saisies. Là, il y a aussi une question d'unité, puisque en fonction des lieux et de la personne de la source qui communique la saisie de drogue, on ne va pas parler dans les mêmes entités.
Donc ça, c'est une piste de développement qui est très intéressante chez nous et sur laquelle on travaille pas mal. On a aussi, comme vous le disiez Cédric tout à l'heure, sur les sources qu'on utilise, on voudrait vraiment développer la recherche et la détection sur le dark et le deep web. Ah oui, on travaille aussi sur le tracking d'événements qui sont liés non pas à une typologie d'événements, comme je vous disais tout à l'heure, terrorisme ou alors incendie, mais qui sont liés à des entités. Donc, on pourrait vouloir dire, par exemple, dans un cas de crise sanitaire, je voudrais suivre tous les événements qui sont liés à, je sais pas moi, l'Agence française du médicament. Et dès qu'il y a quelqu'un qui parle de l'Agence française du médicament ou un article de presse qui cite l'Agence française du médicament, pouvoir retrouver toutes ces informations ensemble. Ça pourrait être aussi envisagé sur des cas d'usage plus politiques, par exemple, pour le suivi d'élections ou sur des phénomènes plus centrés. Et enfin, on a développé, et ça c'est fonctionnel, mais on continue bien sûr de l'améliorer tout le temps, un moteur de recherche intelligent sur les sources ouvertes. C'est aussi centré sur la cartographie, mais aussi sur la recherche de mots-clés. La possibilité de dire, je veux chercher sur ce périmètre-là les événements qui parlent de ce sujet ou qui regroupent ce mot-clé. Et l'idée, c'est de pouvoir faire une seule recherche sur différentes sources ouvertes pour avoir l'ensemble des résultats sur un seul résultat et pas être obligé d'utiliser tous les réseaux sociaux pour avoir une recherche qui est ensuite à retravailler. Donc voilà pour les autres applications qu'on fait aujourd'hui du produit. Ouais. Merci beaucoup pour votre attention. S'il y a des questions, bien sûr, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Merci en effet d'avoir eu l'audace de relever ce défi-là, de livrer votre connaissance en toute humilité et partage. J'imagine quand même qu'il y a encore d'autres questions peut-être, en complément ou même voilà, ce que vous en avez pensé, en toute bienveillance bien sûr, pour que ça puisse peut-être aussi leur servir, je ne sais pas. Sentez-vous libre, on a encore quelques instants. Peut-être que vous voulez peut-être en parler aussi plus directement. En tout cas, voilà, cette pièce, c'est la vôtre, donc profitez-en quand vous y êtes. Alexandre, étudiant en design pour le développement durable. Et vous avez parlé d'analyse sentiment, je n'ai pas bien compris ce que c'était. C'est vraiment pour savoir si oui ou non c'est bien ou pas. Alors, c'est dans sa version basique, ça va être de dire est-ce qu'il y a un sentiment positif ou négatif lié à ce contenu-là. Donc, je suis super content, cette initiative est vraiment trop bien, ça va être positif. Et typiquement, sur un autre cas d'usage qu'on a qui est plutôt traquer le sentiment anti-français partout dans le monde, ça va être OK, Macron, sale chien. Qu'est-ce que tu fais? Plutôt basique de dire est-ce que c'est positif ou est-ce que c'est là sur la partie que j'ai montré avec la carte et les coordonnées GPS. Et maintenant, le but, c'est d'aller un peu plus loin. De passer du sentiment hate speech. Donc, est-ce que c'est du racisme? Est-ce que c'est du sexisme? Est-ce que c'est du harcèlement, etc. Donc là, ça part un peu du sentiment vers ce qui s'appelle le hate speech. Et dans le sentiment, on peut aller pousser un peu plus loin en faisant la distinction entre différents sentiments. Est-ce que c'est entre différents sentiments, donc typiquement négatif, est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est du anger dans le positif? Est-ce que c'est joy? Est-ce que c'est autre chose? Et donc d'un peu plus pousser que c'est ça. En fait, dans ce cas-là d'usage sur les risques naturels, ce qui est intéressant, parce qu'on peut envisager dans les développements demain sur ça, c'est de consolider l'action qu'il peut y avoir sur le terrain, ou au-delà de l'action technique, de traiter le problème technique, le problème de feu, c'est de savoir comment on accompagne aussi les populations derrière, de mieux réagir, d'être dans de l'adaptation de dispositifs d'accompagnement. Voilà. C'est ça aussi ce qu'il y a derrière.
si vous voulez creuser cette problématique-là. Rappelons-nous la masterclass de l'année dernière, quasiment il y a un an, par l'Institut 3IA Côte d'Azur, donc l'Institut interdisciplinaire en intelligence artificielle, par Serena Villata et Elena Cabrillo, qui était précisément sur ce sujet-là, et qui est du coup sur la chaîne YouTube de Télécom Valley, en accès en replay, comme sera du coup cette masterclass. Oui. Tout à l'heure, vous avez dit les données sont collectées, ils sont stockées dans vos serveurs. Est-ce que le fait de procéder comme ça, c'est pas faire la même chose comme les femmes, qui ont les questions sur ces types de modèles en fait? Est-ce qu'il n'y aurait pas des solutions, par exemple, qui permettraient permettront dans le futur d'utiliser les algorithmes intelligents, analyser les données directement au niveau de l'identité qui la collecte? C'est une très bonne question. Après, oui. Donc, la question, c'est actuellement, les événements qu'on détecte et les contenus associés sont stockés dans notre base de données. Et donc, dans l'idée de ne pas devenir un monopole de data comme le sont d'autres entreprises, est-ce qu'on ne pourrait pas décentraliser la donnée pour stocker toutes les données soit sur la plateforme de l'utilisateur ou alors avoir une autre approche. C'est clairement, on veut complètement s'éloigner des GAFA et d'un monopole technologique où on exploite les utilisateurs. Pour l'instant, on n'est pas encore, on n'est pas, comment dire, on n'utilise pas de données personnelles des utilisateurs pour en extraire de l'information. Ce qu'on essaye, c'est on prend de la donnée qui est ouverte, essayer d'en retirer le maximum d'informations possible et la rendre actionnable pour d'autres utilisateurs. Donc, ça, pour nous, il n'y a pas de problème d'éthique avec ça parce qu'on ne va pas exploiter de la donnée par rapport aux autres personnes. Après, si on va rentrer dans une démarche un peu plus lointaine, bien sûr que c'est très intéressant de regarder comment on peut distribuer de la donnée, comment on peut éviter ce genre de problème, mais ce n'est pas quelque chose qu'on traite actuellement. Pour l'instant, vous avez des serveurs, est-ce que les concepts d'IMAGI sont pris en compte pour ça? Ouais, du coup, nous, ce qu'on fait, c'est on est hébergé chez Scaleway. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un acteur du cloud européen qui se veut justement, qui travaille pour ramener de la souveraineté européenne et d'essayer d'avoir des serveurs plus clean que les GAFA, etc. Et du coup, nous, c'est notre partie pris là-dessus. C'est comme ça qu'on fait. C'est pas vraiment une question, mais c'est un sentiment. Vous avez fait en réalité. Mon sentiment par rapport au risque, par rapport aux autres c'est que je conçois le fait d'assimiler ces données qui proviennent de différentes sources, c'est très très intéressant dans le cas où on a des signaux faibles, c'est-à-dire que c'est tout à l'heure sur le terrorisme, sur les problématiques de guerre, des gens qui essaient de se cacher en environnement. Par contre, dans des cas de risque, on a des signaux forts, c'est-à-dire qu'on va avoir des data qui vont arriver assez rapidement. Et donc, pour moi, aujourd'hui, c'est vrai que la plateforme telle qu'elle est, ça sera un agrégat de données et vous apporterez cette puissance de ce que vous faites dans le temps qui est intéressant. Mais au moment de la crise, c'est vrai que ce n'est pas comme ça qu'on va se balayer. Par contre, sur le terrorisme, sur les risques, dans les soins des sous-marins, là, ça a énormément de valeur. Donc, pour moi, pour la société, on doit plus aller sur ces risques un petit peu sous-marins que la sous-marin. À l'est de leur moteur. Et sur cet aspect, parce que souvent, la partie satellitaire, la partie donnée, de rivière, tout ça, ces données vont arriver. Ça, il y a pas de saison. Et il y a effectivement un besoin de converger tout ça et d'avoir un convergeur de l'eau. Voilà. C'est pas une question, hein, mais c'est. Ouais.
Enfin, pour répondre, c'est vrai, la réflexion, elle était sur le fait de dire que dans le cadre de ce prototype, au final, on était beaucoup sur des signaux qui ne sont pas des signaux faibles, qui sont des signaux forts pour la détection de risques, à la différence des cas d'usage qui seraient plus tournés vers le terrorisme ou d'autres choses où on serait plus sur l'agrégat de signaux faibles. Pour rebondir sur cette remarque, c'était une de nos interrogations et c'était un des objectifs de l'expérimentation, de pouvoir conjointement avec l'UNCI trouver un territoire, donc sur le territoire des Alpes-Maritimes, pouvoir voir ce qu'on était capable de faire sur le sujet et de voir si on arrivait à faire quelque chose qui répondait aux besoins des petites collectivités aussi, pour rebondir sur ce que je disais tout à l'heure. Et là, c'est ça aussi, c'était un des enseignements majeurs, et un des retours majeurs des collectivités qui ont participé à ce prototype, c'était oui, que grâce déjà, ces fonctionnalités d'agrégation même de signaux forts, ça leur permettait de gagner en réactivité, de gagner en compréhension de ce qui se passait sur le territoire. Et donc, ça répondait à un de leurs enjeux de pilotage qui était important. Et puis ensuite, je rejoins complètement, c'est que demain, on va pouvoir continuer à développer de nouvelles fonctionnalités, enfin, l'UNCI va pouvoir continuer à développer de nouvelles fonctionnalités pour aller vers de la détection un peu plus prédictive, comme on a pu aussi l'évoquer. En tout cas, moi, je voulais remercier Niki pour tout ce travail réalisé dans le cadre de ce prototype et de la qualité de la présentation. J'espère que ça a pu répondre et vous éclairer sur ce qui a pu être fait. Nous aussi, on voudrait vous remercier pour cette belle collaboration. On était vraiment très contents de la manière dont ça s'est déroulé. Et on voulait remercier aussi Nathalie Poggi qui a beaucoup travaillé avec Romain et nous sur ce projet, et Paul Sgro aussi qui était à l'initiative de ce projet en fin 2019, avec qui on a eu la chance de travailler aussi au lancement de ce projet. Et on espère pouvoir faire évoluer encore ce projet et répondre aux besoins des utilisateurs dans la même dynamique que celle qu'on a eue depuis le début. Merci. Bravo encore.